À la fin du Second Empire, en mai 1867, lors de la distribution des prix de l'Association polytechnique, le ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy, rappelle dans son discours aux élèves qui suivent les cours gratuitement de cette association, surnommée la Sorbonne des ouvriers, et formée à Paris par d'anciens élèves de l'école polytechnique au lendemain de la Révolution de 1830, qu'ils sont les représentants des élèves de tous les cours d'adultes. Il s'agira ici de retracer l'histoire de ces cours, de leur invention sous la Restauration au début des années 1820 jusqu'aux années 1860 qui sont marquées par des débats sur la nécessité d'organiser un enseignement professionnel et technique. La période 1815-1870 voit se transformer en profondeur l'enseignement professionnel et technique ainsi que les mondes du travail, alors que s'engage le double mouvement d'élargissement de la souveraineté populaire et d'expansion industrielle. La question de la scolarisation et de l'instruction du peuple est centrale au XIXe siècle. Elle est héritée des Lumières et de la Révolution française. Bien avant que soient votées les lois Ferry en 1881-1882 sur l'obligation, la gratuité et la laïcisation de l'enseignement primaire, on assiste à un important développement des écoles primaires pour la scolarisation du peuple et également on assiste au développement des cours d'adultes. Dès le début du XIXe siècle, les réformateurs, philanthropes, ingénieurs, savants, gens d'église et hommes politiques issus de différents courants expérimentent des méthodes d'enseignement et des dispositifs scolaires et postscolaires propres à servir leurs projets de société. Le XIXe siècle est donc bien celui de l'instruction et de l'éducation des enfants, mais également donc de celui des adultes. Mais qu'entend-on par cours d'adultes? C'est un cours ouvert le soir pour les travailleurs, des ouvriers et des artisans, essentiellement, après leur longue journée de travail, et ils doivent être âgés de plus de 15 ans pour pouvoir suivre ces cours. On peut classer en deux catégories ces cours. Les cours publics et gratuits, fondés par des associations savantes ou philanthropiques ou par des initiatives individuelles, et des cours d'adultes, appelés classes du soir, ouverts dans les écoles communales à l'initiative des préfets et surtout des municipalités. Ces cours proposent des enseignements, des savoirs différents selon leurs fonctions qui sont attribuées, à savoir l'alphabétisation, la formation professionnelle ou encore l'émancipation socio-économique et politique des citoyens. Après les décennies révolutionnaires marquées par une forte participation des gens de métier et des ouvriers à la Révolution, les dirigeants politiques et économiques élaborent un nouvel ordre manufacturier qui concilie les principes des Lumières et les valeurs de la Révolution française, tout en confortant une hiérarchie prononcée par la mise en place d'un contrôle d'une main-d'œuvre considérée comme trop turbulente et indocile et qu'il faut adapter à l'industrialisation. À cette conception industrialiste et moralisatrice de l'éducation qui émerge sous la Restauration et va s'affirmer sous la monarchie de Juillet, une autre conception, plus émancipatrice et réformatrice, se développe, voyant dans l'éducation un moyen de réduire les inégalités sociales et de résoudre la question sociale. Par l'histoire des cours du soir à Paris, il s'agit de penser les enjeux socio-économiques, politiques et moraux de l'éducation des adultes. Après avoir retracé l'invention des cours du soir à Paris sous la Restauration de 1815 à 1830, un deuxième temps sera consacré au développement important de ces cours sous la monarchie de Juillet, de 1830 à 1848, à travers des exemples concrets d'expérience. Enfin, le développement des cours du soir sous la Deuxième République et le Second Empire permettra de voir l'importance et l'enracinement de ces cours dans la société française et en particulier à Paris, dans la période qui part de 1815 jusqu'à 1870. En 1815 est donc fondée la Société pour l'instruction élémentaire par plusieurs membres de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale qui a été créée quelques années auparavant, en 1801, pour favoriser les relations entre l'État et les milieux économiques. Un des buts de cette Société d'encouragement pour l'industrie nationale est de propager l'instruction, car la diffusion des Lumières est nécessaire pour seconder
l'industrie dans son développement pour lui donner tout l'essor dont elle est capable. Le manque d'instruction de la main-d'œuvre française, et plus généralement des classes populaires, est dénoncé par de nombreux contemporains. Après le traité de Paris, en 1814, les communications avec l'Angleterre sont rétablies, ce qui permet à plusieurs savants, industriels, administrateurs ou hommes de lettres, d'entreprendre des voyages en Angleterre. Cette dernière est considérée comme la nation la plus avancée par ses institutions politiques, sa situation économique et aussi son développement de l'éducation et de l'instruction des plus pauvres. Les observateurs français sont frappés par la supériorité du niveau d'instruction et de la formation technique des ouvriers anglais, qui expliquerait, selon eux, son avance économique. Ils observent le système anglais d'instruction primaire pour le peuple qui connaît un renouveau pédagogique. Ce dernier s'appuie sur une vieille idée pédagogique, le monitorat, érigé en méthode par la publication des expériences pédagogiques d'Andrew Bell, un théologien, et Joseph Lancaster, un quaker. Cette méthode soulève un fort enthousiasme au sein des philanthropes parisiens, et 3 d'entre eux vont publier des ouvrages pour la faire connaître en France. Cette nouvelle méthode doit permettre d'étendre l'enseignement élémentaire à l'ensemble des populations qui pourraient enfin échapper à la misère. Elle consiste à faire en sorte que les enfants les plus capables deviennent les instituteurs. Ils sont nommés moniteurs et donc ils deviennent les instituteurs de ceux qui sont le moins instruits. Ces moniteurs restent sous le contrôle du maître qui, lui, n'enseigne directement qu'à eux. Cette méthode permet ainsi de limiter les dépenses d'enseignement par le nombre restreint d'instituteurs patentés qui sont rétribués. Elle constitue donc une alternative à l'enseignement simultané promu par les frères des écoles chrétiennes et utilisé par toutes les congrégations religieuses en France. La Société pour l'instruction élémentaire va encourager la diffusion de cette méthode et développer les écoles primaires destinées aux classes populaires. Et donc cet objectif est de rassembler et de répandre les lumières propres à procurer à la classe inférieure du peuple le genre d'éducation intellectuelle et morale le plus approprié à ses besoins. L'action de la Société de l'instruction élémentaire reçoit l'appui du gouvernement de Louis XVIII et l'enseignement mutuel connaît une grande période d'expansion. Mais celle-ci est assez brève car la question pédagogique et la question scolaire sont investies d'enjeux politiques. En effet, la Société pour l'instruction élémentaire propose un modèle éducatif libéral qui s'oppose à la fois à la mainmise des congrégations religieuses sur l'enseignement et elle propose donc l'instauration d'un système scolaire placé sous l'égide de l'État. Les membres du clergé et du parti ultra de retour au pouvoir après l'assassinat du duc de Berry en 1820 entraînent la chute du ministère libéral de Decazes et vont chercher donc à contrecarrer les écoles mutuelles auxquelles ils reprochent à tort de négliger l'apprentissage de la morale religieuse et lui opposent la méthode simultanée donc des frères des écoles chrétiennes. À partir donc de 1822, les écoles mutuelles vont décliner rapidement. À côté de l'instruction des enfants, la Société pour l'instruction élémentaire se préoccupe également de l'éducation des adultes et encourage la création des cours d'adultes. À Paris, la première création pérenne est ouverte à la fin de l'année 1820 par le directeur de l'école mutuelle dans l'île Saint-Louis au quai d'Anjou, de La Haye, dont le zèle et l'état prospère de son école d'adultes est souligné par le préfet qui remarque qu'elle est fréquentée par un grand nombre d'ouvriers des quartiers environnants. Cette école, dont le prospectus porte en tête classe gratuite d'instruction primaire par la méthode d'enseignement mutuel pour les adultes, reçoit un accueil favorable. Les cours sont donnés gratuitement tous les soirs de 7h30 à 9h30, excepté les dimanches et jeudis. On y propose des leçons de lecture, d'écriture, d'arithmétique et de dessin linéaire. En effet, depuis 1819, le dessin linéaire fait partie des matières essentielles enseignées dans les écoles mutuelles destinées aux enfants et également aux adultes. Car l'enseignement du dessin linéaire est lié à des préoccupations d'ordre économique, social et esthétique, et il doit être mis au service de l'industrie. Il va occuper une place centrale
dans la formation artisanale. Et donc il devient un enseignement pour le peuple, spécialement conçu pour les écoles mutuelles au départ. Un an après son ouverture, le préfet Chabrol rencontre au ministre de l'Intérieur de l'état donc de cette école, où il souligne que depuis plusieurs mois, 50 élèves de l'âge de 16 ans à 30 ans, ouvriers, artisans ou domestiques, suivent assidûment cette école et leurs progrès répondent aux efforts du maître, ainsi qu'aux espérances que j'en avais conçues. Les ouvriers maçons sont les plus représentés parmi les élèves de cette école, ce qui n'est pas étonnant car elle est implantée dans des quartiers où se trouvent traditionnellement les garnis des maçons migrants. On y trouve aussi des ouvriers menuisiers, des ouvriers en indienne, des imprimeurs et des teinturiers. Ce sont des jeunes adultes qui se rendent au cours du soir. Ils ont 20 ans d'âge moyen. Selon les observations notées, la plupart des élèves ont fait des progrès sensibles, voire notables, après avoir suivi pendant 3 ou 4 mois les cours du soir. À côté de cette école d'adultes, il y a aussi une école pour les femmes qui est ouverte à peu près à la même époque par Madame Renaud de la Vigne et qui va accueillir, elle, une quarantaine de femmes. En 1824, on compte 5 écoles d'adultes gratuites à Paris qui accueillent un peu plus de 400 élèves, répartis dans 10 cours, 4 pour les femmes et 6 pour les hommes. À côté de ces écoles d'adultes, vont être créés des cours industriels destinés spécifiquement aux ouvriers au Conservatoire des Arts et Métiers. En novembre 1819, une ordonnance royale établit donc au Conservatoire des Arts et Métiers un enseignement public et gratuit pour l'application des sciences aux arts industriels. 3 chaires d'enseignement sont créées, une de mécanique appliquée aux arts, une de chimie appliquée aux arts et un cours d'économie industrielle dont sont respectivement chargés Charles Dupin, Nicolas Clément de Zormes et Jean-Baptiste Say. Ces cours vont alors former le premier degré de le degré supérieur de l'enseignement des adultes, mais ce n'est vraiment qu'à partir de 1824 qu'une partie de l'élite ouvrière parisienne va les fréquenter avec assiduité, en particulier ceux donnés par Charles Dupin, ingénieur polytechnicien, qui se fait alors appeler professeur des ouvriers. La mécanique qu'enseigne Dupin a pour objet, selon lui, de considérer les forces de l'homme et celles de la nature dans leur application aux usages de la vie ainsi qu'aux travaux des arts. Il a trouvé, écrit-il, le secret d'employer l'action du vent, des courants de la vapeur d'eau pour exécuter ces travaux accablants. Elle en a délivré l'homme. Dans son discours d'ouverture à son cours de 1839, Charles Dupin retrace l'histoire de l'enseignement au conservatoire et il montre, chiffres à l'appui, l'évolution croissante de l'exportation des machines françaises et en conclut au progrès dû aux enseignements propagés et au développement intellectuel autant que pratique des ouvriers français. Car c'est bien pour concurrencer l'industrie anglaise, portée selon lui par une main-d'œuvre ouvrière mieux formée, que Charles Dupin décide de transformer sa chaire au Conservatoire des Arts et Métiers en un cours de géométrie et de mécanique appliquée aux arts à destination de la classe ouvrière, et il lance alors un appel aux 4000 ingénieurs polytechniciens pour diffuser partout en France cet enseignement. Des solidarités générationnelles et intergénérationnelles se tissent entre les élèves de l'école polytechnique et une conscience de groupe émerge sous la Restauration. Cette génération de polytechniciens forme un groupe soudé par l'âge, l'origine sociale, la formation intellectuelle et les idéaux politiques. Engagés dans le combat libéral dans les années 1820, les polytechniciens incarnent un collectif mythique qui met son intelligence au service du peuple. Ils s'attribuent alors une mission d'encadrement et d'éducation du peuple, légitimée par une forme de mérite et de talent. Ce rôle est parfois difficile à tenir quand on se destine à servir l'État. Car à partir des années 1820, les élèves de l'école sortis de l'école polytechnique deviennent majoritaires dans les services publics, civils et militaires, et ils sont à la tête des grands corps de leurs écoles d'application. Nombre de polytechniciens partagent les vues industrialistes des manufacturiers libéraux et participent activement à l'industrialisation,
disposant par leur formation une véritable expertise industrielle, qu'elle soit technique ou organisationnelle. Partisans du machinisme, vecteurs d'une pédagogie des machines, leur relation avec le monde du travail, avec les ouvriers, est alors ambiguë. Peu présents dans l'université, ils s'engagent dans le combat pour améliorer l'éducation populaire qui passe, entre autres, par la diffusion de la géométrie descriptive, considérée comme essentielle à la formation des ouvriers, et qui occupe aussi une place importante, alors, dans la formation des polytechniciens. Ces derniers aspirent à diffuser la science industrielle pour susciter le progrès industriel et économique de la nation, et aux leçons théoriques rédigées par Dupin et publiées donc en 3 volumes en 1825-1826, ces polytechniciens doivent aussi ajouter les fruits de leurs observations et de leurs expériences dans les importants services publics qu'ils ont dirigés ou dirigent encore. La géométrie descriptive est nécessaire à la réalisation des produits de l'industrie, car les ouvriers doivent prendre des mesures en plusieurs sens et travaillent à partir des modèles qui nécessitent la capacité à changer d'échelle de grandeur. Les figures géométriques forment les éléments constitutifs des objets employés ou fabriqués par les ouvriers et les artisans. Ils doivent donc connaître les divisions et l'usage du mètre, du litre, du kilogramme, etc. et aussi pratiquer le dessin pour reproduire les machines ou les objets qu'ils fabriquent et en donnent géométriquement les élévations, les plans et les sections. Comme support à son cours magistral, Charles Dupin rédige un résumé de chaque leçon dans lequel il propose les principes essentiels à connaître et à mémoriser, accompagnés de leurs applications les plus utiles. Chaque résumé est distribué une demi-heure avant le début du cours. L'ensemble des cours donc, est publié en 1825-1826 en 3 volumes contenant chacun 400 à 500 pages. Dupin rappelle que pour suivre son cours, les ouvriers n'ont besoin de posséder d'autres connaissances préliminaires que les 4 règles de l'arithmétique. Et, rappelle-t-il, si ces notions premières ne sont pas connues, le professeur peut les enseigner à ses auditeurs très facilement en 5 à 6 leçons et les conduire par degrés faciles, écrit-il, à l'intelligence des vérités et des méthodes de géométrie et de mécanique les plus essentielles pour les diverses branches de l'industrie. Et il poursuit qu'un des buts de cet enseignement est de développer dans les industriels de toute classe et même dans les simples ouvriers les facultés les plus précieuses de l'intelligence, la comparaison, la mémoire, la réflexion, le jugement et l'imagination, afin de leur offrir des moyens pour exécuter leurs travaux d'une manière moins pénible et plus fructueuse. En 1826, Charles Dupin publie un tableau des arts et métiers et des beaux-arts et il montre comment, pour 134 métiers, en s'appuyant sur de très nombreux détails, l'usage qui peut être fait des connaissances géométriques, arithmétiques et mécaniques. Et lorsqu'on parcourt les 14 leçons de la première année de cours de Dupin, on ne trouve aucune formule mathématique, seulement quelques données chiffrées concernant des unités de mesure et des ordres de grandeur sur la proportion des figures. Et sa méthode d'exposition est très littéraire, il décrit des images et des situations de la vie de tous les jours pour soutenir les notions mathématiques qu'il expose. Selon lui, les méthodes géométriques qu'il enseigne aux ouvriers doivent leur permettre de donner une variété, une facilité, une précision aux arts dans lesquels il faut exécuter des mouvements où, écrit-il, les espaces à parcourir ont une figure déterminée et fabriquer des produits d'industrie dont la forme est pareillement déterminée. Dupin se félicite qu'en 5 mois, les ouvriers qui ont suivi son cours ont embrassé des vérités abstraites et des connaissances d'application. Il a cherché à perfectionner leurs différents sens considérés comme un instrument de mesure, à savoir la vue et l'ouïe, afin qu'ils puissent déterminer donc avec exactitude des étalons, des bases, des échelles, des mesures à partir desquelles ils doivent utiliser les machines et les outils pour fabriquer plus rapidement les objets de meilleure qualité.
Le but des cours de Charles Dupin est de permettre d'accroître les moyens de production des ouvriers. Mais ces derniers ont-ils été si nombreux à avoir fréquenté son cours sous la Restauration? Selon Dupin, plus de 600 personnes, chefs d'atelier et de manufacture, artistes et simples ouvriers de tout âge et de toute profession l'ont suivi avec un zèle et une attention dignes des plus grands éloges. À la même période, des rapports de police signalent que de très nombreux ouvriers sont attirés par la réputation du professeur et qu'on évalue à 2000 le nombre des auditeurs de M. Dupin. Ces ouvriers appartiennent très probablement à l'élite ouvrière parisienne, car pour suivre ces cours magistraux et assimiler les connaissances pratiques et surtout théoriques qu'ils contiennent, il faut bien sûr savoir lire, écrire et compter parfaitement. Ce sont des cours professionnalisants qui sont ici proposés aux ouvriers qui auraient suivi donc au préalable des cours du soir d'acquisition des savoirs élémentaires. Dupin reçoit l'appui du gouvernement dans son ambition de diffuser sur l'ensemble du territoire français. Plus d'une centaine de cours, on va aussi ouvrir des cours de géométrie et de mathématiques, afin de répondre aux besoins de l'industrie française pour concurrencer l'industrie anglaise. À Paris, la Société pour l'instruction élémentaire va aussi ouvrir un cours de géométrie et de mécanique à l'intention des ouvriers, cette fois rive gauche, car ceux de la rive gauche pâtissent de l'éloignement géographique du conservatoire. Dupin accueille également dans son cours les élèves des écoles mutuelles et ce mouvement d'éducation populaire lancé au début de la Restauration à Paris va prendre une ampleur considérable sous la monarchie de Juillet. Le 28 juin 1833 est votée la loi Guizot du nom du ministre de l'Instruction publique sur l'instruction primaire. Cette loi oblige les communes de plus de 500 habitants à entretenir au moins une école élémentaire si elle est de plus de 6000 habitants. Aucune mention dans cette loi n'est faite aux cours d'adultes, mais une circulaire ministérielle de juillet 1833, relative donc à l'application de cette loi, encourage leur création afin de combler les lacunes, voire l'absence des savoirs élémentaires que sont la lecture, l'écriture et le calcul. 3 ans plus tard, en mars 1836, le premier arrêté réglemente les cours d'adultes qui ont été fondés sous la Restauration et dans les premières années de la monarchie de Juillet. Avant même cette instruction ministérielle et ce règlement, les cours d'adultes se sont fortement multipliés à Paris au début de la monarchie de Juillet. 12 écoles mutuelles pour adultes sont ouvertes à Paris au début de l'année 1833. 6 écoles d'adultes sont tenues par les frères des écoles chrétiennes. 4 cours du soir sont proposés par l'association polytechnique et 8 par l'association libre pour l'éducation gratuite du peuple. C'est au lendemain de la Révolution de juillet 1830 qui renverse le roi Charles X au profit d'un monarque plus libéral, Louis-Philippe, qu'est fondée à Paris par des anciens élèves de l'école polytechnique, l'association polytechnique. Cette association va mettre en place des cours gratuits pour les ouvriers et ses membres s'inscrivent dans la filiation donc, des cours qui ont été fondés par Charles Dupin au Conservatoire des Arts et Métiers. C'est le pair de France, Choiseul-Pralin, qui est élu vice-président de l'association, et le député Victor de Tracy, qui devient le premier président de l'association. Le premier cours ouvert a lieu au Conservatoire des Arts et Métiers de septembre à novembre 1830, et c'est l'ingénieur polytechnicien Victor Le Chevalier qui donne ce cours de physique et de chimie. Si au départ il ne compte que quelques auditeurs, rapidement il va attirer une foule importante et plus de 500 ouvriers parisiens vont suivre ce cours. Les cours sont ensuite donnés dans des salles mises à disposition par les maires d'arrondissement, comme le cours d'astronomie populaire que donne Auguste Comte, alors secrétaire de l'association polytechnique.
Un autre cours d'astronomie populaire a été ouvert à Paris dès 1813 par le polytechnicien Arago, mais ce cours attire davantage la bourgeoisie parisienne, hommes et femmes, qui vient chercher donc dans l'amphithéâtre de l'Observatoire un délassement culturel et mondain, que des ouvriers. L'association polytechnique ouvre également des cours d'arithmétique, des cours de géométrie élémentaire, des cours de philosophie positive, des cours d'histoire et des cours d'hygiène. Ces derniers, d'histoire et d'hygiène, sont l'occasion pour les professeurs qui les dispensent d'éduquer politiquement les ouvriers qui les suivent. Ils sont l'objet d'une intense surveillance policière dont les rapports dénoncent l'instrumentalisation de ces cours à des fins de propagande policière, de propagande politique, et révèlent en fait les dissensions au sein des enseignements de l'association et par conséquent les enjeux politiques des cours et posent donc le problème du contenu des savoirs enseignés aux ouvriers. Faut-il enseigner des savoirs utilitaires et professionnalisants pour former des travailleurs d'un côté ou des savoirs sociaux et émancipateurs pour éduquer les citoyens? L'Association polytechnique pour l'éducation des ouvriers va lancer une souscription à la fin du mois de mai 1831 et elle prend très rapidement le nom d'Association libre pour l'éducation gratuite du peuple. Entre juin 1831 et juin 1832, l'Association libre pour l'éducation gratuite du peuple propose une vingtaine de cours qui sont suivis par près de 3000 élèves adultes, essentiellement des ouvriers. Des cours d'enseignement élémentaire, comme la lecture, l'écriture et le calcul sont proposés, mais aussi des cours plus techniques et professionnalisants, comme l'arithmétique, la géométrie, la physique, ou encore aussi des cours d'écriture des langues orientales à l'intention des typographes parisiens, ainsi que des cours de culture générale tels l'histoire. Après l'insurrection parisienne des 5 et 6 juin 1832, tous les cours qui ont été ouverts par les ouvriers sont fermés et ils ne rouvrent qu'à l'automne 1832. D'un côté, il y a des cours ouverts par l'association polytechnique et de l'autre, des cours pour l'association gratuite pour l'éducation du peuple. Car une scission s'est faite au sein des membres de l'association polytechnique qui n'étaient pas d'accord justement sur le contenu des enseignements et des savoirs à dispenser aux ouvriers. Parmi les dirigeants de l'Association libre pour l'éducation gratuite du peuple figurent de nombreux hommes politiques de plus en plus hostiles au gouvernement de Louis-Philippe et parmi lesquels on trouve des partisans de la République tels Odilon Baron, Lafayette, Dupont de l'Eure, Cabet, Arago ou Voyer d'Argenson. On retrouve aussi quelques propagateurs de l'enseignement mutuel, membres de la Société pour l'instruction élémentaire. À partir de février 1833, le socialiste utopiste Cabet devient le secrétaire général de l'association et celle-ci devient exclusivement républicaine. La volonté des membres de l'Association pour l'éducation gratuite du peuple est d'instruire les ouvriers, mais également de les éduquer politiquement pour les émanciper et les inciter à adhérer à la République, alors que le gouvernement de Louis-Philippe refuse le droit de vote à l'ensemble des Français. L'Association pour l'éducation gratuite du peuple incarne ce mouvement en faveur d'une émancipation des ouvriers par l'éducation et elle infléchit dans un sens démocratique le libéralisme philanthropique qui est à l'origine des premiers cours pour adultes. L'association est dissoute en avril 1834 suite à la loi répressive sur les associations du 10 avril 1834. L'association polytechnique s'était quant à elle réorganisée en mai 1832 sur des bases résolument apolitiques où seules les sciences positives, c'est-à-dire les cours de géométrie et d'arithmétique, de dessin linéaire, de figures et d'ornements, de construction d'astronomie élémentaire, sont enseignés. Guizot
ministre de l'instruction primaire, dans une lettre qu'il adresse au président de l'association polytechnique Choiseul-Praslin, confirme son soutien au rétablissement des cours si, écrit-il, les matières politiques seront expressément bannies des cours où l'on ne s'occupera que d'une instruction relative aux professions industrielles. Pendant toute la monarchie de Juillet, l'association polytechnique poursuit ses enseignements gratuits pour les ouvriers et en 1836-1837, 1463 ouvriers suivent la douzaine de cours qu'elle propose. Des dissensions apparaissent à nouveau parmi ses membres et vont donner la création d'une nouvelle association en mars 1848, indépendamment du contexte politique de la révolution de février 1948 qui instaure la Seconde République. C'est l'association Philétechnique. Ces deux associations vont multiplier sous le Second Empire l'offre des cours pour les ouvriers parisiens. À Paris, les frères des écoles chrétiennes vont également jouer un rôle important dans l'éducation des adultes et ouvrent aussi des cours dès le début de la monarchie de Juillet. Alors les cours sont plus modestes que ceux proposés par l'association polytechnique. Le programme se compose des branches de l'instruction élémentaire, auxquelles s'ajoutent quelques-unes des branches de l'enseignement primaire complet, comme l'histoire, la géographie et le dessin. 6 écoles sont ouvertes à Paris dans des quartiers à forte densité de population ouvrière. Ces écoles attirent essentiellement donc, des ouvriers qui appartiennent aussi à différents métiers parisiens. On y trouve des cordonniers, des ouvriers en métaux et aussi quelques maçons. À la même époque, le premier journal ouvrier national, l'Atelier, est fondé en 1840 par le socialiste chrétien Philippe Buchez. Et ce journal va consacrer plusieurs articles à l'instruction, à l'éducation des ouvriers, et il va donner un état des lieux dans l'enseignement à Paris et insister aussi sur la nécessité de rendre les savoirs qui sont dispensés dans ces différents cours du soir adaptés aux besoins des ouvriers. Et donc l'Atelier, ce journal écrit par les ouvriers parisiens, propose un véritable projet pédagogique de diffusion d'un savoir technique et professionnel, mais également d'une instruction nécessaire à une pensée sociale pour l'émancipation politique du peuple. Ainsi, sous la monarchie de Juillet, les effectifs des élèves adultes qui suivent les différents cours du soir ouverts à Paris se multiplient très fortement. Cette augmentation des élèves des effectifs adultes est mentionnée par l'ouvrier maçon creusois Martin Nadeau, arrivé à Paris à l'âge de 15 ans en 1830, qui, à la fin de sa vie, en 1895, va écrire ses mémoires et dans lequel, justement, il relate son expérience de cours d'adultes. Martin Nadeau est un exemple d'autodidaxie ouvrière, issu d'un milieu paysan assez pauvre. Il va, comme les paysans creusois, aller à Paris et travailler dans le bâtiment. Et donc Martin Nadeau, à travers les cours du soir qu'il va suivre, va acquérir des connaissances et ces connaissances lui permettront de s'élever à la fois professionnellement dans son métier et de s'émanciper politiquement jusqu'à être élu député en 1849 et ensuite, au début de la Troisième République, il est à nouveau élu et deviendra aussi sénateur. L'expérience des cours d'adultes qu'il relate dans ses mémoires permet de mesurer l'inadéquation justement des cours aussi proposés par ces élites libérales, philanthropiques et patronales avec les besoins des ouvriers. En 1832, donc Martin Nadeau est membre d'une société républicaine, la Société des droits de l'homme, et sa fréquentation de jeunes étudiants
et de jeunes étudiants lettrés, justement, va lui donner envie à son tour de s'instruire. Il suit alors, successivement, 3 cours du soir, et ces 3 cours du soir vont le décevoir pour des raisons diverses. Alors, le premier cours du soir qu'il suit est donné dans une école du 7e arrondissement de l'époque, près du cloître Saint-Méry, et il reproche la méthode enseignée, à savoir la méthode mutuelle, parce que Martin Nadeau, très rapidement, va être nommé moniteur. Or, justement, en tant que moniteur, il a l'impression d'apprendre aux autres, mais lui, de ne rien apprendre de plus. Donc, il y a une inadéquation entre, finalement, une méthode voulue, conçue pour le peuple, et les besoins réels du peuple. Il abandonne donc très rapidement ce cours, et il suit un autre cours dans une école communale rue du Bourg-Thibourg, chez un instituteur de profession. Et là encore, cette expérience le déçoit, car il ne voit pas trop l'intérêt pour son métier d'apprendre les règles orthographiques, de faire des dictées, et donc il est extrêmement déçu de ne pas acquérir justement des connaissances pratiques et utiles. Il suit alors un 3e et dernier cours, qui est celui d'un cours de dessin, rue de l'école de médecine, et là encore, il trouve que le professeur de dessin lui fait répéter inlassablement des planches jusqu'à ce qu'elles correspondent exactement au modèle, et il n'y voit pas trop l'intérêt. Aussi, déçu par ces 3 expériences de cours ouverts par les élites, il propose d'ouvrir, à la fin des années 1830, un cours du soir dans sa propre chambre après sa longue journée de travail. Il va ainsi essayer de mieux répondre justement aux ouvriers parisiens par rapport à ces expériences décevantes qu'il a eues lui-même de cours ouverts par les élites. Et donc, il va penser une pédagogie mieux adaptée aux ouvriers. Il va à la fois apprendre à lire, à écrire et à compter à ses condisciples, mais il va également leur donner les premiers principes de géométrie descriptive nécessaires justement à l'exercice du dessin linéaire, et il va aussi essayer de transmettre des savoirs beaucoup plus concrets et pratiques liés à la construction d'objets ou du bâtiment. Chaque cours aussi se termine par une demi-heure de discussion politique professionnelle autour de la construction face justement à des plans qu'il colle au mur. Et donc Martin Nadeau apprend à ses élèves à réfléchir sur les connaissances géométriques et les méthodes utiles à leur métier. Et il va aussi chercher justement Martin Nadeau à les éduquer à la politique. Car il est convaincu que l'instruction est le seul moyen donc d'échapper à la misère pour accéder à l'émancipation politique, et il est convaincu que la République est le seul régime capable de permettre l'émancipation politique du peuple par, en particulier, l'accès aux droits civiques. Il lit donc à ses élèves, Martin Nadeau, des ouvrages tels Les paroles d'un croyant de l'abbé de Lamennais paru en avril 1834. Il lit aussi Le populaire de Cabet. Il lit des brochures socialistes et de propagande républicaine. Et donc cette expérience de Martin Nadeau est intéressante car elle se distingue du projet pédagogique des élites libérales où les savoirs justement octroyés par ces dernières relèvent d'une éducation strictement souvent utilitariste, où seuls les savoirs techniques et scientifiques et industriels doivent être enseignés au détriment d'une éducation sociale et politique, où les sciences sociales occuperaient une place importante. Pendant 10 ans, de 1838 à 1848, Martin Nadeau va donc dispenser une instruction élémentaire, une instruction professionnelle et une éducation républicaine à ses condisciples maçons dans sa chambre le soir après sa longue journée de travail. Et donc ces cours du soir ont permis à Martin Nadeau et à ses condisciples qui le suivent d'accroître leurs compétences professionnelles et de connaître aussi une ascension
sociale, car on lui confie, par ces connaissances qu'il a acquises, de bons chantiers. Il devient, après avoir été un simple ouvrier, garçon maçon, puis un limounisant, maître compagnon, comme certains de ses élèves qui sont même devenus, rappelle-t-il dans ses mémoires, de riches entrepreneurs. Ces cours lui ont permis aussi de poursuivre ses, écrit-il, lectures sérieuses et d'approfondir, de poursuivre son engagement politique et d'apprendre à parler en public, qualité essentielle pour un futur député. Ainsi, à la fin de la monarchie de Juillet, Martin Nadeau incarne cette autodidaxie ouvrière et il a ressenti donc la nécessité de s'instruire pour sortir de la misère et pour gagner sa dignité. L'instruction permet d'accéder à une meilleure situation dans le métier et d'améliorer donc sa condition, et donc elle permet l'émancipation sociale et politique avec l'exercice éclairé critique du suffrage universel qui est proclamé le 5 mars 1848 par la Deuxième République. Dès son installation, le nouveau gouvernement, et en particulier le nouveau ministre de l'Instruction publique Hippolyte Carnot, mène une action éducative et culturelle en faveur du peuple et en particulier en faveur des ouvriers parisiens. Il encourage la publication d'un manuel du citoyen afin d'éduquer le peuple à la pratique électorale et les faire adhérer les masses au régime républicain. Des représentations théâtrales à la Comédie Française, devenues le théâtre de la République, sont données gratuitement aux ouvriers parisiens. Des lectures publiques sont également organisées le soir dans divers quartiers parisiens et, plus que le théâtre, ces lectures publiques attirent de nombreux travailleurs. Près de 2300 entre juin et juillet 1848, parmi lesquels les 2/3 sont des ouvriers. Sainte-Beuve décrit ainsi les ouvriers qu'il a vu assister aux séances de lecture publique en janvier 1849. Parmi les ouvriers, ce sont les bijoutiers, les dessinateurs pour étoffes, les mécaniciens, les charpentiers, les menuisiers qui fournissent le plus grand nombre. Il y a très peu d'ouvriers imprimeurs, soit parce qu'ils sont occupés le soir, soit que la profession les ait déjà rassasiés de lecture tout le jour. Au printemps, quelques ouvriers viennent de très loin et quelques-uns avec leur famille. On ne se douterait pas à la première vue qu'il y ait autant d'ouvriers dans l'auditoire. La plupart, en effet, ont quitté la blouse par un sentiment d'amour-propre pour eux-mêmes et aussi d'égard et de respect pour les choses qu'ils viennent entendre et pour celui qui les lit. Ouvertes au lendemain de l'insurrection de juin 1848, ces lectures publiques du soir permettent de maintenir l'ordre dans la capitale en attirant les ouvriers que les élites cherchent à moraliser et à mieux contrôler. Ce succès des lectures publiques auprès des ouvriers confirme l'importance prise par la lecture dans la formation des classes populaires, comme en témoignent les autobiographies ouvrières, celle de Martin Nadeau évoquée précédemment, mais également celle d'Agricole Perdiguier, menuisier compagnon, qui avait même imaginé une bibliothèque idéale pour les ouvriers. À la même époque, la République encourage la création de cours publics et gratuits pour les ouvriers le soir. Ainsi, à Paris, le proviseur du lycée Charlemagne ouvre dès le mois de mars 1848 6 cours. Dans le 12e arrondissement, une Athénée populaire propose tous les soirs de la semaine et également le dimanche matin des cours de 7h à 8h et aussi de 8h à 9h. Une bonne douzaine de cours sont ainsi donnés par des professeurs de lycée, des médecins, un juriste ou encore un préparateur de l'école polytechnique. Les cours s'adressent aux ouvriers qui savent lire et écrire, mais qui souhaitent renforcer leur instruction élémentaire et acquérir des savoirs techniques et scientifiques utiles à leur métier, en suivant par exemple des cours de chimie appliqués aux arts, de géométrie appliquée aux arts, de législation industrielle
ou de physique expérimentale ou encore de comptabilité commerciale et de tenue des livres. La science naturelle et l'hygiène sont également enseignées, certainement pour apprendre aux ouvriers à préserver leur santé et plus généralement à améliorer leurs conditions de vie. Le cours d'histoire et celui des institutions politiques doit certainement développer le patriotisme et l'adhésion aux institutions, en particulier celle de la jeune Deuxième République. Plus généralement, les cours participent à former le citoyen pour qu'il adhère aux valeurs républicaines et participe par son vote éclairé à la vie démocratique. Une vingtaine d'autres cours sont également ouvertes au printemps 1849 par la municipalité du 11e arrondissement, dans l'amphithéâtre de l'école de médecine et également à l'école communale de la rue Madame. Ces cours ne se limitent pas non plus à l'instruction élémentaire et on y trouve des cours de culture générale, de sciences sociales, à nouveau l'histoire de France y est enseignée, la géographie, l'instruction civique, l'économie industrielle, l'hygiène. L'ingénieur polytechnicien Léon Lalanne, impliqué dès les années 1840 dans l'encyclopédisme populaire, y donne un cours de mathématiques. Donc à nouveau, la présence des ingénieurs polytechniciens dans les cours ouverts à Paris pour les ouvriers parisiens est à souligner. Les discours qui justifient les cours fondés par les républicains de 1848 et ceux qui avaient été fondés sous la monarchie de Juillet par les libéraux sont assez similaires. L'attitude des professeurs relève du philanthropisme et deviendra, dans la décennie suivante, le paternalisme industriel. Et donc leur démarche n'est pas d'émanciper les ouvriers qui suivent leurs cours. Ainsi, une des affiches qui fait la promotion donc, de ces cours ouverts pour les ouvriers parisiens en mars et avril 1849 précise « Nos professeurs ont une grande influence sur leur auditoire et c'est pour nous un plaisir plus encore qu'un devoir de les féliciter non seulement d'avoir mis leur science à notre disposition pour ébaucher l'instruction des autres, mais de nous donner un concours actif, entier, en présentant à la fois à leurs élèves un maître prudent, un sage conseiller, un frère dévoué. C'est pour cette coopération combinée, cet accord qui règne entre nous et nos auditeurs, que sortira le but moral que nous avons voulu atteindre, qui sera aussi, nous n'en doutons pas, recherché bientôt sur une échelle plus large, avec un développement plus étendu. Sous le Second Empire, on retrouve exactement le même discours et la même volonté d'instruire tout en moralisant les classes populaires et les ouvriers en particulier. Et ces expériences de cours du soir vont faire aussi l'objet d'une mise en image ou d'une mise en récit. Ainsi, dans son récit autobiographique, le Calicot, à savoir le vendeur de nouveautés Xavier-Édouard Lejeune, décrit comment la classe de l'école communale du faubourg Montmartre qu'il fréquente entre 1856 et 1858, alors qu'il a une douzaine d'années, se transforme en classe du soir pour accueillir les adultes venus de tous les quartiers de l'arrondissement pour suivre un cours de dessin destiné à les former au métier de l'art. Probablement métier lié à la fabrication des articles dits de Paris, comme la bimbeloterie, les portefeuilles, les parapluies, la passementerie ou la bijouterie fine et fausse, l'orfèvrerie. Il écrit « Ce préau était merveilleusement agencé pour les cours de dessin qui avaient lieu 3 fois par semaine, de 8 à 10 heures du soir, sous la direction de professeurs réputés comme artistes. L'allée centrale et les 2 autres côtés de cette salle étaient coupés par d'autres passages séparant les groupes de banquettes transformés en tables les soirs des cours. Les murailles étaient ornées de dessins, dont quelques-uns encadrés représentant les travaux des élèves, motifs d'ornement, de géométrie, de machinolavis et des figures d'hommes ou d'animaux, les uns exécutés d'après l'estampe et les autres d'après la bosse, comme les modèles placés par des étagères.
L'excellence de l'enseignement et les jeunes artistes qu'on y formait pour les métiers d'art avait donné à cette école spéciale une réputation justement méritée. À la même période, en 1858, le journal Le Monde Illustré publie un article intitulé « École du soir », accompagné d'une lithographie qui représente une salle de classe pleine d'hommes, plus ou moins jeunes, des adultes, que l'on peut aussi identifier comme étant des ouvriers car ils portent la fameuse blouse et ont déposé sur le banc devant eux leur casquette, autre attribut de l'ouvrier. Et donc ces ouvriers suivent, semble-t-il, un cours de géométrie qui est certainement aussi associé à un cours de dessin linéaire. Cet article souligne à nouveau la dimension moralisatrice des cours qui peuvent pourtant être des cours scientifiques. L'article précise « Parmi les nombreuses institutions de bienfaisance qui fleurissent dans Paris, sous le patronage et le contrôle de l'administration, nous devons signaler les écoles publiques qui s'ouvrent chaque soir pour les classes ouvrières. Le jeune ouvrier ne vient pas seulement en effet y puiser chaque soir ses connaissances qui, en l'éclairant, le transformeront en un ouvrier plus intelligent et plus habile. Il fait mieux encore. Le temps qu'il consacre ainsi à cultiver son esprit, il le dérobe à l'oisiveté ruineuse et dissolvante des cafés. Son intelligence, ses mœurs et son pécule y gagnent à la fois. Et c'est de ces trois sources que doit sortir son avenir. Il s'agit bien donc ici de moraliser l'ouvrier. 10 ans plus tard, le même journal, Le Monde Illustré, publie une autre lithographie qui représente un autre cours pour adultes, destiné aussi aux ouvriers, identifiables à leur blouse, mais cette fois, le cours est donné dans une vaste salle à colonnes, aux deux plafonds et éclairée par un lustre imposant dans le quartier donc, de la Chapelle. C'est donc des cours multiples dans des lieux différents qui sont proposés dans le Paris du Second Empire. Il faut savoir qu'au tournant des années 1850-1860, le gouvernement du Second Empire se préoccupe de la formation des ouvriers français. Le traité de libre-échange signé avec la Grande-Bretagne en 1860 et l'exposition universelle de Londres en 1862, où une délégation ouvrière est conduite par l'ouvrier ciseleur Henri Tolin, conduisent le gouvernement français à lancer une vaste enquête sur l'enseignement professionnel, et la publication de ces résultats en 1860 rend compte d'une partie des cours industriels proposés aux ouvriers adultes. C'est aussi au cours de cette même année 1864 que Tolin et des militants ouvriers rédigent le Manifeste des 60, un programme de revendication sociale qui débouche sur la loi du 25 mai 1864 qui reconnaît pour la première fois le droit de grève en France au moment où, justement, la liberté du travail s'exerce. Parmi les revendications du Manifeste des 60 se trouve la gratuité de l'instruction et de la formation professionnelle. Celle-ci allant de pair avec l'émancipation des travailleurs. L'année suivante, le ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy, va lancer aussi une vaste campagne en faveur de l'ouverture des classes d'adultes dans les écoles communales. Et c'est également, au cours de l'année 1864, que la première internationale des travailleurs est fondée, parmi lesquels se trouvent de nombreux ouvriers qui ont participé à la délégation ouvrière de l'exposition universelle de Londres en 1862. Il y a une vraie demande, un vrai besoin d'instruction et de formation professionnelle des ouvriers. À Paris aussi, les associations polytechniques et philotechniques poursuivent leur développement et elles proposent une grande variété de cours de sciences appliquées destinés aux adultes, donc aux ouvriers plus particulièrement, qui sont déjà engagés dans les professions industrielles, comme le rappelle en 1860 Auguste Perdonnet, le président donc, de l'association polytechnique. Il précise « Nous travaillons pour les ouvriers surtout, pour les ouvriers avant tout.
nous voulons leur donner des connaissances solides et élémentaires qui leur permettent d'améliorer leur position en se perfectionnant dans leur état et non des connaissances élevées que la plupart d'entre vous sont trop âgés pour s'approprier complètement et qui les dégoûteraient de leur profession sans leur fournir les moyens d'en aborder une autre avec succès. Et donc ce sont à la fois des connaissances solides élémentaires mais non élevées qui sont dispensées dans les cours ouverts par ces deux associations, Polytechnique et Philotechnique. Ainsi, les élèves qui suivent les cours de ces deux associations peuvent s'y inscrire sans condition de connaissance préalable, mais ils doivent savoir lire, écrire et compter pour être capables de suivre les cours. À Paris, l'alphabétisation est très forte parmi les ouvriers et les artisans. L'association Philotechnique et Polytechnique propose donc de former, d'adapter la main-d'œuvre aux transformations industrielles dues au progrès technique. En 1867, ces deux associations ont ouvert à chacune d'elles respectivement 194 cours et 130 cours qui sont répartis dans l'ensemble des arrondissements parisiens. Certains cours sont également ouverts dans la banlieue proche parisienne. Une vingtaine de disciplines sont proposées dans l'ensemble de ces cours. Ce sont principalement des disciplines techniques appliquées à l'industrie, mais aussi au commerce, avec des cours de comptabilité et de législation industrielle. Elle ouvre également quelques cours pour les femmes en janvier 1866, car peu de cours ont été ouverts pour les femmes, même si l'association libre pour l'éducation gratuite du peuple, qui entre 1831 et 1834 a proposé une formation professionnelle aux hommes et également aux femmes, mais elle fait exception. Il faut vraiment attendre la fin des années 1860 pour que des cours soient véritablement proposés aux femmes dans un but de formation professionnelle autre que limité à l'alphabétisation, comme l'étaient les premiers cours qui ont pu être ouverts sous la Restauration. L'astronomie est toujours enseignée à l'association Polytechnique et sous le Second Empire, c'est Camille Flammarion qui enseigne l'astronomie. Lui-même avait suivi les cours de l'association Polytechnique en 1856 et 1858. Et donc, avant qu'il publie sa fameuse astronomie populaire en 1880, il donne des cours à l'association Polytechnique et également des cours dans des conférences qui s'adressent plus à une population bourgeoise. Les cours qu'il donne à l'association Polytechnique ont lieu dans un amphithéâtre de l'école de Turgot et il va relater dans ses mémoires, non sans modestie, son arrivée à chaque jeudi soir quand il donne son cours pour l'association Polytechnique. Il écrit « L'amphithéâtre de l'école Turgot était à chaque leçon beaucoup trop exigu pour contenir la foule des auditeurs et des élèves, et la cour était pleine de curieux désireux de s'instruire, mais arrivés trop tard pour prendre place sur les bancs ou le long des murs. Un jour même, cette cour était si bourrée qu'il me fut impossible de la traverser à mon arrivée, et que cette foule houleuse ne consentit à me laisser passer qu'en entendant le bruit de la salle trépignant l'air des lampions. » Et il insiste aussi, dans la suite de ses mémoires, sur la moralisation des ouvriers grâce aux cours d'astronomie qu'il leur donne. Il écrit « Je revenais chez moi très satisfait du bien moral que cette instruction scientifique paraissait produire sur la mentalité des ouvriers, et que je me berçais des rêves de l'amélioration progressive de l'humanité mieux éclairée. » C'est également à cette période que d'autres institutions d'instruction sont proposées aux ouvriers avec la création des bibliothèques populaires, dont la première est ouverte à Paris à l'initiative de l'ouvrier typographe Jean-Baptiste Girard, qui porte le nom de Bibliothèque des Amis de l'Instruction du 3e arrondissement. Et cette bibliothèque sert de modèle
pour l'ensemble des bibliothèques populaires françaises, et elle est présidée par le président de l'association de l'école polytechnique, Auguste Perdonnet. C'est également Auguste Perdonnet qui initie les conférences populaires destinées aux ouvriers parisiens dès la fin des années 1850 et qui vont connaître un grand succès. Auguste Perdonnet était polytechnicien et donc on voit bien l'importance du réseau des polytechniciens dans la mise en place d'une éducation populaire pour les ouvriers de la Restauration à la fin du Second Empire. Ensuite, sous la Troisième République, l'ensemble de ces expériences éducatives et d'instruction va progressivement s'institutionnaliser. On passera à un enseignement technique et professionnel différent du projet global éducatif que proposait la grande majorité des cours inventés donc à la Restauration au début des années 1820.